Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bienton, je suis un web journaliste camerounais, désormais en exil, ça il ne faut pas que je vous le cache. Et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube de prédilection Urinews TV, votre plateforme par excellence d'information, de sensibilisation et de dénonciation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Alors aujourd'hui, nous allons parler du conflit anglophone qui perdure au Cameroun. Nous allons parler, débattre sur le thème, sur le mot sécession, s'il existe véritablement des velléités de sécession au Cameroun. Mais avant que d'en arriver là, j'aimerais faire une mise au point. J'aimerais dire à ceux-là qui pensent que j'ai obligation, depuis que je suis sorti des geôles de la dictature de Yaoundé, de me taire, que je n'ai pris d'engagement vis-à-vis de personne au Cameroun pour la boucler une fois sorti de prison. Parce que ces derniers temps, des gens m'envoient des messages, soit par mon messenger, de menaces pour dire que, écoute, il était question que quand tu sors de prison, tu te tais, tu te consacres à autre chose, etc. etc. Ben écoutez, mes chers amis, j'ai été formé comme journaliste et j'ai tant exercé ce métier jusqu'à ma mort. Et ce travail que je fais à travers cette plateforme, c'est du journalisme parce que quand je viens sur une vidéo, sur Urinews TV, c'est pour informer les Camerounais, c'est pour les conscientiser, c'est pour les sensibiliser. Après avoir fait un travail de collecte et de traitement des informations que j'ai reçues, c'est du journalisme que je fais. J'ai été formé pour ça et je continuerai à exercer ce métier. N'en déplaise à ceux-là qui pensent que qu'on m'a fait une faveur, qu'on m'a accordé une faveur en me libérant de prison. Mais mes chers amis, ce n'est pas une faveur qu'on m'a accordée, mais alors du tout. Du tout. Je n'ai bénéficié d'aucune faveur de personne. La preuve en est que j'ai été jeté en prison par le voyou, là, le colonel Bakui. J'ai été jeté en prison par ce triste personnage, sans convocation, sans mandat, par son service, la division de la sécurité militaire, qui n'a d'ailleurs aucune compétence en matière de police judiciaire au Cameroun. Il me jette en cellule au CED sur la base de soi-disant procès verbal, d'enquête de sécurité. Un torchon. Je vous jure, mes chers amis, si vous lisez ce procès verbal, vous allez vous demander si c'est vraiment moi qui ai dit tout ce qui est mentionné. Parce que le niveau de langue française est tellement nul. Je me demande si dans les services de banque, les gens m'ont même fréquenté là-bas. Parce que la dame qui prenait, je me souviens, la dame qui prenait les notes à la même en plus ce jour-là. C'est comme si elle n'a même pas le BPC. Il me jette au CED. Il dit apologie de terrorisme. Je n'ai jamais été entendu. Je n'ai jamais été auditionné par rapport à ce machin d'apologie de terrorisme-là. Jamais. Jamais de la vie. Et pourtant, je méritais d'être auditionné par un officier de police judiciaire assermenté. Rien de tel ne s'est passé. Je suis arrivé à Kondengui quand la sorcière, la capitaine Joséphine, juge d'instruction au tribunal militaire, m'a jeté à Kondengui. Elle me jette à Kondengui. Elle reste fabriquer les chefs d'accusation, les apologies de la sécession, nous parlerons de la sécession tout à l'heure, crimes d'appel à l'insurrection, outrage aux autorités publiques, propagation de fausses nouvelles susceptibles de nuire aux autorités publiques. Elle reste fabriquer ça sur mon dos. La femme là ne m'a jamais interrogé. Jamais.
Elle ne m'a jamais interrogé. Jamais. Pourtant, la loi, le code de procédure pénale, je crois, dit que l'instruction judiciaire est obligatoire en cas de crime. Or, là-dedans, dans tous les chefs d'accusation, que cette femme, cette mégère là m'a collé sur le dos. Il y en avait au moins 3 ou 4 où je risquais minimum 20 ans de prison. Et je méritais de faire l'objet d'une instruction judiciaire, d'un interrogatoire. Elle ne m'a jamais interrogé. Et quand elle dit que procès verbal, la colonelle Abega, elle me fait venir dans son bureau et dit que procès verbal, le dernier interrogatoire, j'ai été interrogé, je n'ai jamais été interrogé. On parle du dernier interrogatoire, le premier a eu lieu quand? Arrivé à l'ouverture du procès le 5 décembre, l'accusation, ceux-là même qui m'accusent, disent qu'ils ne sont pas prêts. Dites-moi, quand vous dites que vous n'êtes pas prêt, ça veut dire que vous n'aviez rien pour me juger. Le dossier était vide. Aussi vide, c'est-à-dire que aussi vide qu'une bouteille. Le dossier était vide. Et même quand je suis sorti, le jour où je suis sorti, là, le 14 décembre, il y avait des critères. Donc, quand vous dites là que non, Paul Biya m'a accordé une faveur, ce n'est pas une faveur qui m'a été accordée, puisque je répondais aux critères que le ministère de la Défense a définis pour choisir ceux-là qui devaient être bénéficiaires de la décision d'arrêt des poursuites. C'est-à-dire qu'il fallait avoir dans ton dossier, il fallait avoir commis des crimes moins graves. Je crois que c'est ce que disait le communiqué que Petit Assomo a publié. Qu'il fallait avoir commis des crimes moins graves. Je crois que c'est ça. Or, ça veut donc dire que le ministère de la Défense, tout comme le tribunal militaire dont il est la tutelle, a reconnu que je n'avais rien fait de grave qui me méritait un tel procès et m'a laissé sortir. C'est tout. Donc ceux-là qui disent que non, aujourd'hui, que tu es hors du pays, que tu te mets à critiquer le président de la République, tu te mets à critiquer son régime qui t'a pourtant mis en liberté. Bah, écoutez. Donc je dois garder mon silence pour cautionner toute cette mascarade judiciaire-là à laquelle j'aurais eu droit, à laquelle j'aurais été victime. Donc je dois cautionner les actes que les banques et autres ont posés et qui ont eu un impact sur le restant de ma vie. Je dois cautionner ça en me taisant. Je ne me tairai point. Un, parce que je suis formé comme journaliste. Deux, parce que j'estime que je n'ai rien fait à personne au Cameroun. Je n'ai jamais insulté les autorités. Je n'ai jamais diffamé quelqu'un. Toutes les informations que j'ai publiées jusqu'ici, toutes les informations, depuis que je suis au Cameroun, jusqu'à maintenant où je me retrouve hors de ce pays-là, toutes les informations sont supposées être vraies. Parce que si les personnalités au Cameroun ont estimé que j'ai écrit des articles contre elles, pourquoi ne pas me porter plainte? Pourquoi pendant tout ce temps-là que j'ai passé au Cameroun, aucune autorité ne s'est levée pour porter plainte contre moi, pour diffamation, pour, je ne sais pas, outrage, quelque chose comme ça? Pourquoi? Parce que ce que j'écrivais était vrai. Pourquoi avoir attendu que non, que le voyou de Bangui là, et sa coquille vide là, appelée Sémile, me piège et puis m'envoie au CR pour bondir sur l'occasion et se rappeler que non, il y a quelques semaines ou quelques mois, j'avais écrit ci, j'avais écrit ça, j'avais écrit ci, ça. C'est donc ça que je ne voudrais pas cautionner en me taisant, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de poursuivre mon travail dans le même élan, c'est-à-dire qu'avec la même tonalité qu'avant que je me batte, qu'avant que je ne sois kidnappé par les services de la CEMIL. Parce que j'estime qu'en ce moment-là, je n'ai rien fait à personne. Quand je dis que je n'ai jamais insulté quelqu'un, quand je dis que le colonel Bangui c'est un voyou, c'est effectivement un voyou. Quelqu'un qui a tué un inspecteur de police, qui a assassiné les gens
quand il travaillait à Bafoussam et autres, là, sans procès des suspects. Sans procès. C'est des comportements de voyous. Donc, quand je le dis, je n'insulte personne, je présente les gens tels qu'ils sont. Quand je dis que le régime des Biya, c'est un régime qui est voyou, c'est exactement ce que ce régime est. La preuve, on voit ce qui se passe en zone anglophone. On voit tout le monde, on voit le monde entier. Voilà. Donc, s'il vous plaît, mes chers amis, ceux qui viennent m'assaillir là dans mes messageries pour me dire que je dois me taire parce que le président m'a accordé une faveur, etc., etc. Donc, vraiment, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Bon, maintenant, venons-en au sujet du jour. Nous allons parler de la sécession au Cameroun. Est-ce qu'il existe véritablement un projet sécessionniste au Cameroun? Est-ce que les anglophones veulent faire sécession au Cameroun? Je dis non. Il n'y a pas de velléité de sécession au Cameroun. Et ce message s'adresse à la communauté nationale et internationale pour leur faire comprendre que je ne soutiens pas un projet sécessionniste. Pas du tout. Et je ne soutiendrai jamais un projet sécessionniste. Tout comme la preuve en est que je me désolidarise du projet que certains de mes compatriotes originaires de l'Ouest sont en train de vouloir mettre sur pied, disent qu'ils veulent créer l'état de grâce Free Finland, etc., etc. Vraiment, moi, je ne suis pas prêt à encourager un projet pareil qui est véritablement sécessionniste parce qu'il vise à amputer le Cameroun d'une partie de son territoire tel qu'il est reconnu aux Nations Unies. Bon, ce que nos compatriotes de l'Ouest Cameroun veulent faire là, c'est-à-dire créer l'état de grâce Finland, voilà donc ce qu'on appelle un projet sécessionniste, que moi je ne suis pas prêt à encourager. Par contre, les anglophones, eux, ils ne veulent pas faire sécession. Je m'explique. Quand on parle de sécession c'est quoi? La sécession, c'est que vous avez un État qui est reconnu au niveau du Conseil des Nations. J'entends par Conseil des Nations ici l'Organisation des Nations Unies. Un État qui est reconnu dans ses frontières. Hein? Oui. Et il y a un principe en droit international qui est celui du respect des frontières héritées de la colonisation. Et que maintenant, une partie du peuple vivant sur ce territoire reconnu aux Nations Unies décide maintenant de projeter, de créer un État à l'intérieur de cet État. Voilà donc ce qu'on appelle une sécession. Or, ce qui se passe dans le Cameroun anglophone n'est pas du tout une sécession. Puisqu'il s'agit d'un peuple qui vivait, qui au moment où le Cameroun obtient son indépendance, le 1er janvier 1960, et accède et obtient un siège aux Nations Unies le 20 septembre 1960, la partie anglophone actuelle, c'est-à-dire que ceux qui forment les deux régions anglophones du Cameroun à l'heure actuelle, n'étaient pas concernés. Eux, ils formaient leur État de l'autre côté de la frontière parce que la frontière qui sépare les deux Camerouns existe encore jusqu'à ce jour, puisque les bornes que l'ONU avait plantées pour matérialiser cette frontière, moi j'ai reçu des vidéos en début de cette année, je les ai même encore dans ma machine, c'est-à-dire que des vidéos qui montrent des bornes que l'ONU avait plantées pour matérialiser cette frontière. Les bornes sont toujours là. L'ONU n'a jamais enlevé ces bornes-là. Jamais. Les bornes sont toujours là. Ça veut dire que la frontière existe toujours. Et maintenant, la partie que le Cameroun anglophone, en tant que territoire sous tutelle des Nations Unies, selon l'article 76 alinéa B de la Charte des Nations Unies sur le but de la tutelle, était destiné à être indépendant.
J'espère qu'on se comprend. C'est-à-dire que ce qui forme les deux régions anglophones du Cameroun aujourd'hui formait un État, on va dire un État au sens politique du terme, avec une frontière reconnue, des populations à l'intérieur qui forment une nation, c'est-à-dire que le vouloir vivre collectif, et un État, un pouvoir politique incarné par le Premier ministre. Donc il formait un État. C'est-à-dire au moment où le Cameroun accède à l'indépendance, c'est-à-dire le Cameroun francophone le 1er janvier 1960, et obtient un siège aux Nations Unies le 20 septembre 1960, le Cameroun anglophone a sa vie de son côté, de l'autre côté de la frontière, qui n'avait rien à voir avec l'autre Cameroun. Et maintenant, il était question que cette autre partie obtienne également son indépendance. Et cette indépendance-là a été obtenue le 1er octobre 1961, quoique cette indépendance doive se traduire par un rattachement à la République du Cameroun indépendante depuis le 1er janvier 1960. J'espère qu'on se comprend très bien. Cependant, la République du Cameroun français a joué de mauvaise foi, de malhonnêteté intellectuelle et d'escroquerie politique, en amorçant un processus d'annexion du Cameroun anglophone. Parce que, dites-vous bien que le Cameroun anglophone, qui s'appelait à l'époque le British Southern Cameroon, a obtenu son indépendance le 1er octobre 1961. Ah oui, ça va vous surprendre, mais c'est exact, c'est la vérité. Puisque quand on leur a soumis au plébiscite le 11 février 1961, la question c'était quoi? Voulez-vous être indépendant en vous joignant au Nigeria, au Cameroun? Écoutez bien la question. Voulez-vous vous joindre? Voulez-vous, 1, être indépendant, 2, en vous rattachant? Donc, c'est deux mouvements qui doivent être effectués. Première chose, l'indépendance. Deuxième chose, le rattachement. Deux mouvements qui doivent être effectués. Il faut que les Camerounais qui ne connaissent pas toutes ces choses s'en souviennent. Or, le drame, c'est qu'il n'y a eu ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas eu d'indépendance du British Southern Cameroon. Et il n'y a pas eu de réunification parce que la réunification, c'est quoi? C'est que les deux parties signent un traité qui matérialise cette réunification. Où est ce traité? Il n'existe pas. Puisque quand les deux Allemagnes se sont remises ensemble en 1990, le 30, elles ont signé un traité de l'Union le 31 août, je crois, 1990. Or, où est le traité qui unit les deux Cameroun? Où est le traité qui unit les deux Cameroun? Il n'existe simplement pas. Ça veut dire que les autorités camerounaises d'Ahidjo Abia ont joué de mauvaise foi, de malhonnêteté intellectuelle et d'escroquerie politique en voulant conquérir ces territoires pour permettre à la France, qui avait signé des accords secrets avec Ahidjo pour exploiter le sous-sol du Cameroun, d'avoir la main mise sur les ressources du Southern Cameroun. Puisque la France avait déjà des difficultés en Algérie, l'Algérie a nationalisé son pétrole. La guerre de Biafra a échoué. Donc il ne restait plus que le Cameroun. Et comme une bonne partie du pétrole camerounais se trouve en zone anglophone, alors il fallait tout faire pour que le Cameroun anglophone ne soit pas une entité autonome. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce processus
d'annexion de ce territoire qui devait et qui, à l'heure où nous parlons, devait être un État avec son organisation administrative, politique et tout, parce que la République du Cameroun, en tant que membre des Nations Unies, depuis le 20 septembre 1960, avait obligation, premièrement, de respecter, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du principe de droit international, de respect des frontières héritées de la colonisation. Le Cameroun n'a pas respecté ce principe-là. Le Cameroun n'a pas non plus respecté, parce que en tant que membre des Nations Unies, il avait cette obligation de respecter les institutions de l'autre Cameroun, le Cameroun anglophone, le Parlement, le Premier ministère, etc., etc. Rien de tout cela n'a été respecté. Et le fait que l'ex-British Southern Cameroun soit devenu les deux régions anglophones de la République du Cameroun français est une violation grave d'un principe des Nations Unies, celui de la tutelle. Ah oui, parce qu'il était question que ce territoire soit un territoire indépendant jusqu'à ce jour. Un instant, s'il vous plaît, vous allez m'excuser. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oui, il était question que ce territoire soit indépendant jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Excusez-moi, c'est juste un problème technique qu'il fallait régler. Donc, il était donc question que jusqu'à ce jour, ce territoire soit indépendant. Malheureusement, pour des raisons purement géostratégiques, géopolitiques, le British Southern Cameroun est devenu les deux régions anglophones de la République du Cameroun voisine. C'est une violation de tous les principes édictés par les Nations Unies, notamment le principe dont je vous ai parlé, le respect des frontières héritées de la colonisation, le principe même de la tutelle, parce que le but de la tutelle, allez lire la Charte des Nations Unies, article 76 alinéa B, c'est de préparer les peuples vivant sur les territoires sous tutelle, c'est-à-dire que promouvoir le progrès politique, économique, social et culturel de ces peuples en vue de les conduire à l'indépendance. Indépendance. Et le British Southern Cameroun, qui aujourd'hui est devenu deux régions anglophones du Cameroun, était un territoire sous tutelle des Nations Unies. Voilà l'histoire, voilà le droit, les faits. Je suis journaliste et je vous donne juste les faits. Juste les faits. Donc je ne suis pas un sympathisant de la cause amazonienne, je ne suis pas si... tout ce que je vous dis là, vous pouvez aller fouiller dans vos documents. Moi, je les aide. Donc je ne suis pas sympathisant d'une quelconque cause, comme on était sur le point de m'accuser d'apologie de sécession au tribunal militaire, etc., etc. Voilà les faits qui sont là et qui sont connus de tout le monde, y compris du pouvoir de Yaoundé, parce que quand on parle même de sécessionniste, entre guillemets, c'est le pouvoir de Yaoundé qui est sécessionniste, c'est Biya et son régime qui sont sécessionnistes, c'est pas moi. Et je vais vous prouver que c'est Biya et son régime qui sont sécessionnistes. En février 1984, je crois, Paul Biya signe un décret, parce qu'à l'époque, le Cameroun s'appelait République unie du Cameroun. À cette époque-là, Paul Biya signe un décret qui fait passer le Cameroun de République du Cameroun à République du Cameroun. Les anglophones ont dit, ah tiens, donc ainsi vous voulez retourner à l'ancienne formule, à l'ancienne appellation République du Cameroun, celle que vous étiez en 1960. Et nous n'étions pas concernés. Ok, si c'est le cas, laissez-nous aussi retourner à l'ancienne appellation de notre British Southern Cameroun. Donc Paul Biya
a lui-même donné l'occasion aux anglophones de revendiquer leur État. Lui-même, quand il a signé ce décret, sans consulter ni le Parlement, ni les anglophones, ni personne, il leur a donné de bonnes raisons de revendiquer cet État. Deuxième chose, pour prouver que c'est le régime Biya, c'est le pouvoir de Yaoundé qui est sécessionniste, entre guillemets, parce qu'il n'y a même pas de sécession au Cameroun, de vérité de sécession. Le pouvoir Biya a organisé le 1er janvier 2010 le cinquantenaire de l'indépendance. Cinquantenaire de l'indépendance, le 1er janvier 2010. Donc ça veut dire que l'on se rappelait de la célébration de l'indépendance du Cameroun francophone, le 1er janvier 1960. Alors on va se dire, tiens, voilà des gens qui disent qui crient à tout va que le Cameroun est un et indivisible. L'unité territoriale, l'intégrité territoriale du Cameroun est non négociable. Mais ils organisent un événement au cours duquel ils se rappellent de l'indépendance d'une partie de leur territoire, excluant l'autre partie, reconnaissant à travers cet acte que cette partie n'était pas intégrante de leur État. En ce moment-là, il y a 50 ans. De qui veut-on se moquer? En organisant le cinquantenaire de l'indépendance, l'État, c'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé a lui-même reconnu qu'il existe deux États. Alors, s'il faut accuser quelqu'un de sécessionnisme ou je ne sais pourquoi, c'est le pouvoir de Yaoundé qu'il faut accuser, ce n'est pas les anglophones. Ce n'est pas les gens comme moi. Non, c'est le pouvoir de Yaoundé qu'il faut accuser de sécession. Puisqu'il a reconnu lui-même, lors du cinquantenaire de l'indépendance, qu'il existe deux Cameroun. Il a célébré le cinquantenaire de l'indépendance d'une partie du territoire camerounais, comme pour parler comme eux. Aussi simple que ça. Et la troisième et dernière chose qui prouve que c'est le pouvoir de Yaoundé qui est sécessionniste, c'est que la veille de la célébration de ce cinquantenaire, le 1er janvier 2010, le 31 décembre 2009, Paul Biya a reçu dans son palais à Etoudi, palais de l'unité, des émissaires des Nations Unies. La délégation était conduite par le président de l'Assemblée générale, Ali Triki. Et parmi les membres de cette délégation se trouvait un Camerounais, Jean-Victor Nkolo. Ils sont venus avec deux cartes du Cameroun. Les images sont là, sur le net partout. La CIA TV, à l'époque, avait même fait tout un reportage là-dessus. La CIA TV a braqué ses caméras sur les deux cartes là, comme ça. Deux cartes. Vous imaginez un peu, je prends un exemple, quel est même le pays qui connaît les velléités sécessionnistes là? Le Sénégal. Vous imaginez un Macky Sall recevoir des émissaires des Nations Unies avec deux cartes du Sénégal, une carte on va dire du Sénégal et l'autre carte de la Casamance au palais présidentiel à Dakar. Si les Nations Unies, si ces émissaires des Nations Unies sont allés jusqu'à ce niveau, c'était pour passer un message à l'IA qu'au niveau des archives des Nations Unies, il existe encore deux Cameroun. Oui, il en existe encore deux. Alors, est-ce qu'on va donc accuser Paul Biya de sécessionniste parce qu'il a reçu des émissaires des Nations Unies avec deux cartes du Cameroun? Est-ce qu'on va l'accuser d'être sécessionniste alors? Ça veut donc simplement dire qu'il n'y a pas de velléité de sécession au Cameroun. Et pour que cette crise connaisse une issue, il faut qu'on rétablisse simplement, qu'on répare, comme je l'ai dit dans ma lettre
ouverte à la communauté internationale, qui a été largement diffusée par certains organes de presse et sur Facebook, qu'on rétablisse ce peuple dans son histoire, dans sa souveraineté, telle qu'elle a été proclamée par les Nations Unies, parce que c'est une résolution des Nations Unies qui fait de ce territoire un territoire indépendant depuis le 1er octobre 1961. C'est écrit, je n'invente rien. C'est la vérité. Et un journaliste, ça dit la vérité, même si elle fait mal. Il doit dire la vérité. Il est esclave de la vérité. Parce que c'est quand même bizarre que vous quittez d'un territoire indépendant à une partie d'un autre État indépendant. Ça, selon le principe des Nations Unies, ça ne se conçoit pas. Ça ne se conçoit pas. Donc le seul moyen de résoudre cette crise qui est devenue de plus en plus aiguë, c'est qu'on regarde la réalité en face et qu'on rétablisse ce peuple dans tout ce qui lui a été pris, ses institutions, sa vie politique administrative, sa culture anglo-saxonne, sa dignité, sa fierté d'être un peuple, une nation. C'est le seul moyen de sortir de cette crise anglophone aujourd'hui. C'est le message que j'avais à vous passer ce jour, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une autre séance. Bonjour ou bonsoir.